Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de dictionnaire et programmation dynamique, donc chapitre de deuxième année en informatique du tronc commun. Donc dans la partie informatique ITC2, on va descendre dans la partie dictionnaire et programmation dynamique. Et en particulier aujourd'hui, on va parler de programmation dynamique. Je vais utiliser des dictionnaires, mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire à partir du TD2-4 sur mon site, puisque je traite en programmation dynamique de tous les exemples qui sont proposés dans le programme. En effet, si on vient dans le programme ici d'informatique et qu'on descend un petit peu, on va voir dans le S3 en deuxième année, dictionnaire et programmation dynamique, et on est là. Donc programmation dynamique, propriété de sous-structure optimale, chevauchement de sous-problème, calcul de bas en haut ou par mémorisation, reconstruction d'une solution optimale à partir d'informations calculées. Donc on va parler de ça. Donc on voit les exemples. Partition équilibrée d'entiers positifs, c'est celui que je vais traiter. Ordonnancement de tâches pondérées, plus longue sous-suite commune, distance d'édition Levenshtein, distance dans un graphe. Et ce sont tous les TD que vous trouverez dans la suite ici du 2.4 au 2.8. J'ai mis dans un résumé les différentes choses à connaître en programmation dynamique. Donc en particulier, je traite ici d'un exemple qui est la partition équilibrée d'entiers positifs. Et ensuite, je vous donne un tableau qui rappelle toutes les techniques de programmation dans tous les exemples de TD dont je viens de parler. Je ne vais pas les utiliser aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est traiter la partition équilibrée d'entiers positifs. Dans une première partie qui n'est pas la programmation dynamique, on va traiter le problème de manière avec l'algorithme qu'on dit naïf, qui a une grande complexité. Si vous voulez vraiment juste voir les techniques de programmation dynamique, je vous invite à regarder en bas de la vidéo. Vous avez accès à des chapitres et vous allez directement dans la partie programmation. Et là, on verra comment programmer de manière ascendante et descendante une équation de Bellman, qui sont les équations qui sont données ici à chaque fois dans tous les exercices. Du coup, la différence entre tous ces exercices, c'est le contexte. C'est qu'est-ce qu'on fait des tables qu'on obtient, des dictionnaires qu'on obtient, etc. Mais l'objectif de ma vidéo, c'est pas de traiter chaque problème et toutes les différences entre les différents problèmes, mais surtout de comprendre comment vous allez pouvoir créer ce dictionnaire de manière efficace avec les méthodes de bas en haut et de haut en bas. Voilà pour la partie introduction. Maintenant, on va passer sur le TD. Donc on va traiter le TD 2.4 que j'ai ouvert quelque part, mais je ne le retrouve pas. Alors attendez. Hop, j'ai dû le fermer. On va rouvrir le PDF que vous avez à disposition. Alors je précise que vous aurez normalement une nouvelle page sur mon site à côté de 2.4 ici qui permettra d'aller directement voir la vidéo que je suis en train de vous faire, le code que je vais coder avec vous qui sera disponible sur cette page, et puis le sujet, le corrigé du TD, etc. Voilà. Donc, le sujet actuel, je vais fermer Outlook, partition équilibrée d'entiers positifs. Alors, le principe est assez simple. Je vais vous montrer un exemple de l'application tout de suite. Imaginons que vous ayez des passagers dans un avion et que vous souhaitez répartir ces passagers dont vous connaissez les poids pour avoir autant de poids à droite et à gauche. Donc, le principe de la partition équilibrée d'entiers positifs, donc tous les poids sont positifs, ça va être de trouver dans cette liste un découpage en deux listes qui vont permettre d'avoir autant de poids à gauche et à droite. Ou si ce n'est pas exactement autant, si la solution optimale n'existe pas, avoir une division qui va respecter un écart entre les deux sommes le plus petit possible. Donc vraiment avoir le meilleur équilibre possible. Et je sais, moi, que dans ce tableau, il y a une solution optimale qui permettra d'avoir exactement le même poids de chaque côté. Après, on a une deuxième application. Vous avez une carte avec des plats et leurs tarifs. Vous avez une somme de 70 € qui est disponible. L'objectif est de trouver un assortiment de plats pour plusieurs personnes, tous différents, permettant d'être au plus près de la somme disponible. Voilà une autre application. Donc il y a un formalisme mathématique qui permet de parler de ce problème. On va avoir un ensemble qui va contenir tous nos éléments, tous les poids, toutes les personnes, etc. Et finalement, on veut déterminer deux sous-ensembles F et G qui vont former une partition de E. La somme de F et G, ça sera E complet.
E égale F union G, et l'intersection est nulle. On veut que la somme des éléments de F, si on prend F, parce que ça serait pareil si on prenait G, soit aussi proche que possible de la somme des éléments de G. D'accord? Donc là, on a compris qu'il fallait qu'il y ait le même poids à droite et à gauche. On l'appelle partition équilibrée d'entiers positifs, et dans toute la suite, j'appellerai ma fonction de calcul de partition équilibrée d'entiers positifs PIP, P-E-E-P. Le problème revient à chercher un sous-ensemble F de E, donc une des partitions de E qui va être appelée F, et on va vouloir que ce sous-ensemble ait une somme qui soit le plus près de la somme de tous les éléments de E divisé par 2. Par exemple, vous avez 1 tonne sur l'ensemble des passagers, et on va chercher comment faire une partition, un ensemble de passagers dont le poids est au plus près de 500. À noter que selon que la somme est paire ou impaire, ça peut avoir un petit décalage. On s'arrêtera à la partie entière de la somme des éléments divisé par 2, c'est-à-dire que si on a 10 termes, on cherchera à répartir 5 et 5. Si on a 9 termes, on cherchera l'ensemble de gauche, on va dire à gauche, pour F, qui aura une somme de 4. Et donc en face, on aura une somme de 6. Et puis il faut bien remarquer que la solution, si on trouve 4 et 6, ça reviendrait à trouver 6 et 4, ça serait la même solution que d'inverser les deux groupes. Voilà, alors quelques petits exemples d'application. Des joueurs dans deux... On peut par exemple répartir des joueurs dans deux équipes afin d'avoir des niveaux homogènes. Répartir des sacs ou des passagers de poids différents dans un avion afin de l'équilibrer, ce dont on vient de parler, c'est le support de la présentation. Répartir équitablement un héritage, un ensemble de pièces, etc. Enfin, on peut imaginer beaucoup d'applications. Donc voilà pour le contexte de l'exercice partition équilibrée d'entiers positifs. Maintenant, on va parler de la résolution de l'algorithme par force brute, c'est-à-dire l'algorithme naïf où on cherche toutes les possibilités. Et à partir de toutes les possibilités obtenues, eh bien, on va chercher la solution qui a la somme la plus proche de la somme des éléments sur 2. Cet algorithme, on va voir qu'il est très coûteux en nombre de calculs et donc en temps. Et donc on va traiter cette première page sans lire toute la page. Je vais directement programmer les différentes fonctions qui vont nous permettre de trouver la solution de la partition équilibrée de l'ensemble des poids qui sont là. Pour ça, on va utiliser Piso. Il est là. Oui, alors il faut que j'en ouvre un autre. Voilà. Nouveau. Et on va enregistrer ça sur le bureau et je vous le partagerai sur mon site. Bureau, PEEP. Voilà. Donc la première partie, algorithme, THME, par force brute. Donc le principe de l'algorithme, ça va être de chercher toutes les solutions possibles déjà au niveau des combinaisons entre les différents éléments. Autrement dit, on veut créer une fonction. Elle peut être récursive, mais je ne vais pas la faire en récursif. Dans mon corrigé, il y a les deux. Cette fonction explore, à partir de 3 éléments 2, 5 et 10, elle doit créer l'ensemble des possibilités d'assemblage, c'est-à-dire toutes les familles possibles, vous voyez. D'abord, on peut mettre personne. Donc là, on va chercher la famille F. Ça veut dire que si on met personne d'un côté, on met tous les éléments de l'autre. Il faut bien avoir conscience de ça. Explore, donc elle va nous faire, soit elle prend personne, soit elle prend le 2, soit elle prend le 5. Soit elle prend le 10, vous le voyez à droite, mais elle ne se fait pas dans cet ordre-là parce que je vais la programmer un petit peu différemment, je vais vous expliquer après. Mais donc on peut prendre soit 2, soit 5, soit 10 tout seul. Puis après, on peut prendre 2, 5, 5, 10 ou 2, 10, 2, 5, 2, 10, 5, 10. Et puis on peut évidemment prendre 2, 5 et 10. Et finalement, nous voilà avec toutes les familles possibles. Donc ça, c'est la première étape, c'est de faire tous les assemblages possibles. Le principe de programmation, on peut en faire plusieurs, mais celui que j'ai choisi de faire, c'est de dire qu'on va partir d'une liste vide au départ, la liste qui est à gauche. Puis pour chacun des éléments de notre liste de 5, 10, donc par exemple d'abord pour le premier, le 2, on va ajouter le 2 à la liste vide. Donc on va stocker la liste vide, on va créer un nouvel ensemble qui contient la liste vide à laquelle on a ajouté le 2, et on va ajouter cet ensemble à notre résultat. Donc on obtient à la première itération
Au départ, on a une liste vide. À la première itération, on obtient le 2. Et donc, on a la possibilité d'avoir soit liste vide, soit 2. Ensuite, on garde bien liste vide et 2 de côté. Et on va reparcourir ces deux listes pour l'élément 5 et on va l'ajouter dedans. C'est-à-dire qu'on va prendre 5, on va le mettre dans la liste vide. Et on va prendre 5, on va le mettre dans la liste 2. Et on va rajouter ça à notre ensemble. Du coup, on obtient 5. On obtient 2, 5. Ensuite, on s'arrête là. On va prendre les 4 sous-listes qui sont à gauche. Et à ces 4 sous-listes, on va ajouter 10. Donc on va obtenir le 10 dans la liste vide, donc il va être tout seul. Le 10 dans la liste 2, donc on aura 2 et 10. Le 10 dans la liste 5, on obtient 5 et 10. Et le 10 dans la liste de 5, on obtient 2, 5 et 10. Voilà pour le principe de cette fonction explore. Donc c'est parti. Def explore d'une liste. On aura un résultat qui sera une liste vide et à la fin, on retourne le résultat. Et pardon, le résultat, il ne faut pas oublier, c'est une liste contenant une première liste vide. On va ensuite se balader sur chaque élément de la liste L. On va créer un sous-résultat que je vais appeler, je vais l'appeler petit res. Un sous-résultat qu'il faudra ajouter à res. Et ce sous-résultat, hop, on va lui... Alors, je réfléchis, il faut que je l'initialise avant le for ou pas. Il faut le remettre... Non, pour chaque élément, on part de quelque chose de vide. On va se promener. Que je réfléchisse bien. Pour chaque terme, je vais mettre le TD à côté, ce sera plus facile. Hop, et puis Python à gauche. Voilà. Tac. Donc, première chose, j'ai créé mon résultat qui contient la liste vide. Puis pour chaque terme 2, 5 et 10, donc for E in L, je vais créer une sous-liste qui sera à ajouter à res. Donc, à la fin, res plus égale res. Et cette sous-liste, eh bien, elle doit créer, en fonction des listes précédentes, une nouvelle liste qui contient l'élément E. Donc, pour chaque élément, donc faut que je cherche comment les appeler. Chaque sous-liste, je vais les appeler petit l. Dans la grande liste res, 2 points. À cette liste, je vais faire une liste LL égale L plus mon élément. Donc, je crée une petite sous-liste qui va être par exemple la liste avec 2 ici. Au départ, c'est la sous-liste petit l, c'est la sous-liste vide à laquelle je vais rajouter l'élément 2. Et pour l'instant, il n'y a qu'une seule liste dans grand res, du coup il le fait qu'une fois. Et il va ajouter au résultat le 2 entre crochets. Ensuite, on a dans grand res la liste vide et la liste avec un 2. On passe au deuxième élément, le 5. Et pour chaque sous-liste, liste vide, liste 2, il va créer une petite liste LL qui va contenir le 5 en plus. Et ensuite, je vois qu'il faut que je rajoute la liste LL dans ce résultat. Et ça sera normalement fini. res.append LL. N'hésitez pas à mettre pause, le temps de comprendre. Mais je pense que c'est terminé. On va vérifier. L égale 2, 5, 10. On va tester explore de L. Hop. Exp égale explore de L. Print exp F5. Liste vide de 2, 5. C'est bon, ça fonctionne. Donc la première étape est réalisée. Maintenant, l'étape suivante, ça va consister à trier toutes ces listes par leur somme. Donc le principe pour faire ça, c'est qu'on va calculer la somme de chaque sous-liste, puis
stocker dans une nouvelle liste une petite liste de 2 termes qui va avoir la somme et l'indice de la liste qu'on est en train d'étudier dans exp. Autrement dit, on va faire une sous-liste qui, par exemple, dans cet exemple-là, je vais l'écrire moi-même à la main. Pour l'instant, elle ne sera pas triée, mais après, on la trie. On aura la somme de la première liste. Par exemple, ici, c'est 0 et son indice Python, c'est 0. Ensuite, la somme de la deuxième liste, ça sera 2, son indice c'est 1. Ensuite, la somme de la troisième liste, ça sera 5, son indice c'est 2. Et la somme de la quatrième liste, c'est 7, son indice c'est 3, etc. Je m'arrête là. Mais on ne va pas faire que ça. On va en plus les trier par leur somme. Et donc, je vais les trier par le premier terme, 0, 2, 5, 7. Là, c'est déjà trié. Mais si vous regardez, si je continue, la liste suivante, c'est 10, indice 4. La liste suivante, c'est 12, indice 5. Je dois avoir un petit problème de crochet, mais c'est pas très grave. Le but, c'est que vous compreniez ce qu'on fait. Ensuite, on aura 15. Bon, on n'a pas de chance, c'est déjà trié. Dans cet exemple-là, c'est déjà trié. C'est pas grave. Mais donc, on fera en sorte que ça soit trié, quoi qu'il arrive, en utilisant sort. Alors, je vais me permettre d'utiliser sum. On n'attend pas, là, j'attends pas que les élèves reprogramment la fonction sum. Et donc, on va faire une fonction que j'ai appelée dans le TD sum avec un S. Def somme de exp, 2 points. Et donc, le résultat, ça sera une liste que je retournerai à la fin. Res. Au passage, je vais tout de suite m'appeler somme, enfin, je vais l'appeler S. Non, somme avec un S majuscule, qui va appeler la fonction somme sans majuscule. Tac, et puis on affichera le résultat pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc, pour chacune des listes de exp, 2 points, on va calculer sa somme. S égale somme de L. C'est là qu'au concours à l'écrit, on pourrait vous demander d'avoir créé la fonction somme avant. Je vais faire une petite liste locale, si je l'appelle petit res, qui contiendra l'indice de L dans exp. Alors j'aurais dû itérer sur les indices et non sur les listes. Donc, je reviens en arrière. Donc L, ça sera exp de I. Et je vais itérer sur les indices, range de len de exp. Et je vais stocker la somme S, je vais mettre un petit S, et l'indice. Voilà, et je vais ajouter ce petit res à grand res. Pour l'instant, elle n'est pas triée, mais normalement, ça fonctionne. On regarde ce que j'avais écrit à la main. 0, 0, 2, 1, somme 2 pour la liste 1, somme 5 pour la liste 2, 7 pour la liste 3, 10, 12, 15, 17, et on avait vu qu'elle était déjà triée. Toutefois, et je le dis là, on va la trier avec la méthode sort avant de la renvoyer parce qu'on n'est pas, c'est pas forcé que ça soit trié dans l'ordre selon les listes qu'on va traiter. Je vais mettre un res.sort et comme ça, je suis sûr qu'elle sera triée à la fin. On va supprimer les prints qui ne servent plus. Et voilà. On a presque fini. Maintenant, pour résoudre le problème, il va falloir chercher dans cette liste qui est ici l'élément qui se rapproche le plus de la somme de tous les termes de E divisé par 2. Donc là, par exemple, la somme de tous les termes, c'est 17. Donc on va faire 17/2, ce qui vous rappelle, pour vous rappeler que ça donne le quotient. Et donc on a 8, puisqu'on a un nombre impair, 8 et 8, 16. Donc on va chercher la liste qui se rapproche au plus de 16. Alors on peut parcourir de gauche à droite, et dès qu'on dépasse 16, on prend l'élément précédent, ou on peut parcourir ça de droite à gauche, et du coup, dès qu'on arrive à
16 ou moins, on s'arrête. Du coup, je vais le faire plutôt de droite à gauche que de gauche à droite. C'est un tout petit peu plus simple. Donc on va faire la fonction def, je l'ai appelée résultat, je crois, dans solution, qui prendra la liste ls, qui sera la liste des sommes. Je vais l'appeler ls. Et qui prendra la valeur smax espérée. Je vous laisse réfléchir à ce que devrait être smax. La solution me renverra un indice. Regardez bien cette liste de toutes les sommes indices, sommes indices, sommes indices. On va travailler sur la somme pour atteindre 8 ou moins. J'ai dit 16 juste avant, je crois que je me suis trompé. 8 ou moins. Et on renverra l'indice de la liste qui est par exemple ici, la solution on la voit, ça sera 7, 3. Du coup, on aura l'indice 3 et on saura que dans l'exploration qu'on a fait tout à l'heure, il faudra prendre la liste d'indices 3, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, la liste 2, 5. Donc, Smax, ça sera la somme des éléments de E, //2. Donc, je vais le créer tout de suite avant de faire ma fonction. Smax, ça sera somme de la liste L, ici. Alors, pour être plus propre, on a dit que ça s'appelait E. Autant l'appeler E, 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 E et E. La solution, ça sera finalement un indice. Plutôt que l'appeler sol, je vais mettre indice. La liste solution qu'on appelle F dans le sujet, ça sera l'exploration à cet indice. Et on fera print F pour voir la liste solution. Donc tout est prêt. Je n'ai maintenant plus qu'à parcourir la liste ls de droite à gauche et de m'arrêter quand la somme est inférieure ou égale à Smax. Donc je vais parcourir de droite à gauche avec un indice for i in range. Donc il me faut la taille, on va le mettre là, n égale len de ls. Le nombre de petits paquets de 2 ici. For i in range, on va partir de n-1 inclus. On va aller jusqu'à -1 par tranche de -1 pour aller de droite à gauche. Je vous rappelle que c'est obligatoire de préciser le par tranche de -1, sinon il ne veut pas y aller. Je vais récupérer la somme et l'indice dans ls. ls de i. Alors c'est pas bien de l'appeler i. La somme et l'indice on va l'appeler j. Voilà. Si somme est inférieure ou égale à Smax, je m'arrête. 2 points. Break. B, R, E, A, K. La boucle for s'arrête. J'obtiens mon indice J que je retourne. Et j'exécute. Alors, je regarde, je m'attendais, je pense à avoir 2, 5. Et j'ai 2, 5, 10, donc j'ai fait une petite erreur quelque part. Je vais mettre pause à la vidéo le temps de la trouver, comme ça vous ne perdrez pas de temps. Ben, c'est tout à fait évident et facile à trouver. C'est juste que Smax, c'est somme de E //2. Vous aviez dû le voir tout à l'heure. Le but est d'atteindre la demi-somme. Si je fais F5, j'obtiens bien ma liste solution de 5. Je ne vais pas recréer la solution en face qui serait le complément de E par rapport à la liste F. Et donc ça recréerait G. Et maintenant, on va faire l'application dans l'exemple des passagers que j'ai donné à la fin du TD, donc 75, 69, etc. que j'ai demandé d'appliquer ici, 75, 69, etc. Je copie cette liste et cette fois-ci, je la mets là-haut. E, ça va être donc la liste contenant tous les poids des passagers. Je fais F5. Et là, j'obtiens une solution, 75, 69, 90, 86, 25. Et si on veut vérifier qu'elle est bonne,
on va faire print somme de f et on va espérer que ça atteigne Smax. Donc on va faire aussi un print Smax. On va faire les choses proprement. On va préciser que c'est Smax, deux points. Somme, et là ça va être la somme solution, virgule, j'ai mis des guillemets où il fallait pas à droite. Je pense que là on est bon, F5. Et oui, la solution, donc on voulait trouver, alors juste un dernier détail, on va regarder la somme des éléments de E pour voir combien il y a de poids à mettre dans l'avion, 690 kg à mettre dans l'avion au total. En mettant les personnes de poids 75, 69, 90, 86, 25 d'un côté, on cherchait à obtenir la moitié du poids d'un côté 345 et notre solution a obtenu 345 kg du coup en prenant les autres passagers de l'autre côté. Voilà comment on traite le problème. Avant de terminer sur cet algorithme par force brute, parce que c'est tout l'intérêt de la programmation dynamique qui vient derrière, on va réfléchir à la complexité de ce code. Alors de manière globale, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ce qui va définir la complexité de ce code, c'est la fonction explore. Si vous regardez bien le principe de programmation dont on a parlé tout à l'heure, la première fois, on a une liste à un élément. On prend un élément et on va récupérer la liste initiale et une nouvelle liste avec cet élément. Donc on multiplie par 2 la taille. Puis, on a une liste à 2 éléments. On va les garder, mais en plus, on va rajouter 2 nouvelles listes dans lesquelles on a rajouté un nouvel élément. La taille, elle est donc passée à 4, elle a été multipliée par 2. Puis, on a 4 éléments, et on va 4 listes, pardon. On va prendre le prochain élément, et on va le rajouter aux 4 listes. Donc on obtient une taille de 8. Et donc, on double la taille de la liste à chaque itération, et on va avoir une complexité en 2 puissance n. Et 2 puissance n, c'est gigantesque. C'est-à-dire que si je fais un ensemble E, je vais juste l'écraser et je l'enlèverai après pour que le code partagé soit propre. Si je fais 1, 2, alors je vais faire quelque chose, je vais faire 1 for i in range de 100. Je fais 100 termes et je mets que des 1. F5. Et là, on se demande combien de temps on va attendre. Je vous rappelle que dans Piso, sur mon ordinateur, je vais breaker le code parce que ça ne sert à rien d'attendre. Un calcul, il se fait en à peu près 10-6 secondes. À peu près. Si vous voulez vérifier ça, c'est facile. Vous allez sur mon site informatique Bac à Sable et vous copiez-collez dans votre ordinateur le code qui vous permet d'avoir la rapidité ici. Vous copiez-collez ce petit code-là, rapidité, CTRL-A, CTRL-C. On vient dans Piso, il est là. On fait un nouveau fichier, on le met F5. Temps minimum, vous voyez là, je trace le temps pour faire rien. Entre T1 et T2, je prends le temps entre 2 lignes et je trace le temps en fonction des itérations sur 10 000 essais. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est que si le temps n'est pas constant, il a quand même un minimum. Parfois, l'ordinateur il fait d'autres choses en parallèle. Et ce minimum dans mon ordinateur, là, je suis sur du 10 puissance moins 8, donc du 10-7 secondes. Et le temps moyen, il a mis à peu près, vous voyez, 1,3, 10-7 secondes. Ça veut dire qu'un calcul dans l'ordinateur, en gros, c'est 10-7 secondes. Donc, 10 puissance moins 7 secondes pour un calcul fois 2 puissance 100. Puisque je suis sur une complexité en 2 puissance n. Et en plus, je ne sais plus ce que je voulais dire avec le et en plus, j'ai une liste, oui, voilà, de 100 éléments. Donc 2 puissance 100. Voilà le temps en secondes que j'aurais dû attendre pour que l'algorithme que je viens de donner là donne une réponse. Ça, c'est en secondes. On divise par 3600, c'est en heures. Par 24, c'est en jours. Par 365, on va négliger les années bissextiles ou pas. Et on va obtenir un nombre d'années. Et on va même diviser par 1000, parce que ça parlera en millénaires. Attention, vous êtes prêts. Il aurait fallu attendre
C'est même extrêmement difficile de lire ce nombre, mais autant de millénaires pour que l'ordinateur donne une réponse. L'avion, il décollera jamais. Du coup, heureusement qu'il existe une méthode en programmation dynamique qui va permettre de réduire drastiquement et totalement cette complexité et d'obtenir le résultat en moins d'une seconde. Ça sera l'objet de la suite de cette vidéo. Donc on parle maintenant de la méthode en programmation dynamique du problème de partition équilibrée. Alors le principe est le suivant. On veut trouver f et g. Donc en particulier f, comme tout à l'heure, la partition de gauche qui permettra d'atteindre au plus près la somme de tous les éléments de E divisé par 2 en partie entière si jamais la somme est impaire. Donc l'idée c'est qu'on introduit un sous-problème. Il vous sera donné en général. Vous voyez, c'est la phrase en noir et en gras. Pour i dans 0n, donc 0n ça va être tous les éléments de notre ensemble E. Et pour j dans 0 grand S avec S égale la somme des éléments de E sur 2, c'est-à-dire la demi-somme que l'on souhaite atteindre. Notez, et c'est important, souvent dans les problèmes de programmation dynamique, on aura un terme de plus, parce que si vous regardez i dans 0n, ça veut dire qu'il y a n plus 1 élément, enfin n plus une chose à faire. Et j dans 0s, il y a s plus une chose à faire. Et on va se poser la question, est-il possible de trouver un sous-ensemble avec au plus i éléments parmi les premiers, c'est-à-dire qu'on regarde les premiers et on ne prend pas tout. Est-ce qu'on peut trouver un sous-ensemble qui va permettre d'atteindre une somme égale à j? Et j est une valeur qui va évoluer. Alors dit comme ça ne parle peut-être pas encore forcément, mais on va regarder une table pour comprendre. Par exemple, si on a les éléments 1, 2 et 7, on a une liste avec ces 3 éléments. On va venir remplir un tableau dans lequel, alors ça peut être organisé en colonne, ligne, colonne. Bon, moi j'ai choisi de le faire comme ça. On va regarder. Donc, à chaque ligne, on va se dire qu'on va prendre des éléments parmi les premiers éléments. À la première ligne, on prend 0 élément parmi les éléments de l'ensemble E. On n'en prend pas. À la première ligne, on prend au plus un élément parmi le premier élément, c'est-à-dire on prend un ou on ne le prend pas. À la ligne 2, on prend au plus 2 éléments parmi les 2 premiers. On prend un ou pas, 2 ou pas, ou alors on prend les 2. Et à la dernière ligne, on prend au plus 3 éléments parmi les 3 premiers. Donc on prend soit 1, soit 2, soit 7, 1, 2, soit 2, 7, soit 1, 7, soit même 1, 2 et 7. Donc à chaque ligne, on se permet d'éventuellement prendre un nouvel élément par rapport à ce qu'on a fait avant. Et en colonne, c'est la somme qu'on souhaite atteindre. Est-ce qu'on peut atteindre 0? Est-ce qu'on peut atteindre 1? Est-ce qu'on peut atteindre 2, etc. Et on va s'arrêter à la demi-somme, 7, 8, 9, 10. La somme totale des éléments vaut 10, on va s'arrêter à 5. Alors déjà, regardons la case en bas à droite. S'il y avait un 1, parce qu'on est en train de répondre avec un booléen, true ou false, que j'ai dessiné ici en 0 ou 1. Si en bas à droite, la case vaut 1, alors, regardons bien la question qui était posée en noir. Cette case répond à la question. Est-il possible d'atteindre la demi-somme de 5, précisément, exactement, en prenant des éléments parmi tous les éléments de E? La réponse est non. On obtient ici la réponse. Est-ce qu'on a une réponse qui permet exactement de diviser E en 2 familles de même poids? La réponse est non. Mais du coup, si on regarde bien, la ligne du bas, c'est celle qui dit qu'on prend tous les éléments, enfin qu'on se permet de prendre parmi tous les éléments de E. Donc pour trouver la solution optimale du problème, quand on a rempli cette table, on va se balader sur la dernière ligne de droite à gauche et on va se rendre compte que ce 1 veut dire que oui, il est possible, en prenant des éléments parmi les éléments de E, d'atteindre la au plus près de la demi-somme, on peut atteindre 3. Et donc après, à la toute fin de cette vidéo, je vous montrerai comment on retrouve la solution optimale. Mais donc on sait qu'il y a une solution. Et à partir de là, on va chercher la solution. Et donc il peut y en avoir plusieurs. Et je rentrerai dans les détails plus tard de comment remonter à la solution. Mais ça sera en fonction de conditions qui ont permis de mettre le 1 dans cette case. Donc on verra plus tard.
Mais voilà pourquoi on remplit cette table. C'est pour pouvoir répondre à la question en prenant la dernière ligne, puis quand on a un trou, on va essayer de remonter à la solution optimale ou à une solution optimale. Alors, cette phrase, elle se traduit sous forme d'équation de Bellman. Et cette équation de Bellman, elle est là, et c'est ce que vous allez devoir savoir programmer en ascendant et en descendant. Je vais essayer de nous mettre le petit tableau et l'équation de Bellman sous les yeux. On va d'abord avoir une initialisation, ce sont toutes les valeurs violettes. Regardez bien. Est-il possible d'atteindre la somme de 0 en prenant 0 élément, un élément parmi les premiers éléments, au plus 2 éléments parmi les deux premiers éléments, etc. La somme de 0 est toujours atteignable puisqu'il suffit de ne pas en prendre. La colonne de gauche vaut 1 tout le temps. Donc on va initialiser la colonne de gauche à 1. Maintenant, la ligne du haut, on ne prend aucun élément de E. Est-il possible d'atteindre 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5? Évidemment que non, puisqu'on n'en prend pas, donc on ne peut pas faire autre chose que 0. Donc on met des noms, on met des 0. Puis, il faudra remplir la table, et là, dans certains problèmes de programmation dynamique, il faut faire attention à l'ordre, ligne puis colonne. Ici, il me semble que ça n'a pas d'importance. En tout cas, moi, je vais la remplir ligne par ligne. Et ça peut se faire à la main, hein, ça peut ne pas se faire en programmation. Mais donc, on va virer ça définitivement. Voilà. Donc là, on va mettre oui si j égale 0, colonne 1. On va mettre non si i égale 0 et j différent de 0. En programmation, faites gaffe de ne pas remplacer le 1 par un 0 en faisant la ligne si vous avez d'abord fait la colonne. Donc on va initialiser la table avec ces conditions-là. Dans un dictionnaire qui contiendra donc, au lieu d'une table, hein, ça va être un dictionnaire dont les clés sont les indices i et j. Dans un TD précédent que je n'ai pas fait en vidéo encore, on voit que les dictionnaires, quand on veut accéder à une valeur dedans, c'est en grand O de 1, c'est-à-dire de complexité faible, et si jamais on n'utilise pas de dictionnaire, on risque d'avoir des gros problèmes de complexité dans tous ces problèmes de programmation dynamique. Donc le dictionnaire est vraiment très adapté pour avoir de bonnes complexités dans la résolution qu'on mène. Maintenant, on va voir la manière de remplir la table. Donc, on regarde. On a l'impression qu'à partir du moment où il y a eu un 1, il y a des 1 en dessous. Et en fait, c'est vrai. Pourquoi? Est-ce qu'il est possible d'atteindre la somme de 1 avec au plus un élément parmi, avec au plus le premier élément de la liste? La réponse est oui, puisque le 1 est le premier élément de la liste. Du coup, on peut atteindre la somme de 1. Et comme quand on change de ligne vers le bas, ça revient à dire je ne prends pas forcément de nouvel élément. Mais est-ce qu'il est possible avec les éléments précédents d'atteindre 1? La réponse est oui. Puisqu'on l'a déjà atteinte, c'est fait, on le garde et on n'en met pas d'autre. Donc à partir du moment où il y a un 1, tout ce d'en dessous a un 1. On le voit apparaître ici. D de i-1j. Donc s'il y a un 1 au-dessus, on va remettre un 1. Je vous rappelle que c'est des boolés 1. Donc 1 ou quelque chose, ça donnera 1. Sinon, s'il y avait un 0, par exemple, on va essayer de comprendre celui-là. Il y a un 0 au-dessus. Du coup, c'est forcément cette condition-là qui a permis d'obtenir un 1. Comment ça marche? C'est fatigant. Il n'était pas possible, à la ligne au-dessus, d'atteindre la somme de 3 en prenant au plus un élément de E. Bah oui, parce qu'on ne pouvait prendre que 1. Mais, il est possible d'atteindre la somme de 3 en prenant deux éléments parmi les deux premiers éléments de E, c'est 2 plus 1. Et comment on s'en rend compte? C'est qu'en fait, s'il était possible, on revient à gauche ici, d'atteindre 1 avec un élément, que le prochain élément, 2, ici, quand on l'ajoute à 1, ça fait 3. L'écart entre 1 et 3 ici, c'est ce qu'on rajoute. Eh bien, s'il était possible d'atteindre 1 avec le premier élément, en ajoutant 2, on se décale de 2 colonnes vers la droite, on prend un élément de plus, il est possible d'atteindre 3 en prenant 2 éléments. Et ça ferait, vous pouvez mettre pause pour réfléchir, la même chose pour l'apparition de ce 1 qui venait de celui-là. Ça va se remplir en diagonale. Si vous voulez comprendre un peu mieux les choses, prenez le temps de lire toutes les petites explications que j'ai mises ici, et vous verrez, vous comprendrez vraiment bien dans le détail
pourquoi ça marche. Mais nous, on va se baser sur le fait qu'on a l'équation de Bellman, et quel que soit l'exercice, après, à partir de l'équation de Bellman, même sans comprendre l'exercice, vous serez capable de la programmer. Mais donc la deuxième condition, ça va être de vérifier que J, c'est la colonne ici, la somme, est supérieure ou égale à EI-1, le terme qu'on va rajouter. Autrement dit, imaginons que vous soyez à 2 et que vous ayez un premier élément qui est 7. Ajouter 7 pour atteindre 2, c'est pas possible. Ajouter 7 pour atteindre 14, oui, c'est possible, parce que 7 plus quelque chose peut donner 14. Mais 7, quand on veut atteindre une somme inférieure à 7, on ne va pas chercher à rajouter un élément qui vaut plus que la somme qu'on veut. Donc cette petite condition, en fait, elle est là pour traiter l'élément si ça vaut le coup de le traiter. Donc si J est supérieur à I-1, c'est-à-dire ici si 3 est supérieur à 2, c'est-à-dire qu'on peut l'ajouter. Alors, et si en plus, on revient en diagonale, il était possible d'atteindre la somme J moins sa valeur. Ah, okay. C'est un peu difficile, là je vais le redire autrement. Dans cette case-là, pour avoir vu trou, on regarde ça, on vient une ligne au-dessus, I-1, on se déplace de la valeur de 2 vers la gauche, donc de 3 on passe à 1. On dit, si ici il y avait un 1, on rajoute en 2, et bien on aura un 1 ici, c'est-à-dire qu'on pouvait atteindre 1 avec un premier élément, en rajoutant 2, on peut atteindre 3 avec un élément de plus, c'est ce que traduit cette condition-là. Voilà. On s'arrête là pour la compréhension du problème. Prenez le temps de relire ça, je me répète. Et nous, maintenant, c'est parti, on va programmer ça en programmation dynamique. Donc, je découperai la vidéo avec un petit chapitre ici pour que la suite soit vraiment la mise en place de la programmation. Hop. Donc là, dynamique. Si je vois des erreurs, des coquilles dans la vidéo, pensez à lire la description de la vidéo sur YouTube parce que je préciserai ce que je corrige dedans. Et là, on va faire la méthode ascendante pour l'instant. C'est-à-dire qu'on va remplir ce tableau en partant des cas de base et ensuite en lisant ligne par ligne. On verra ensuite la méthode descendante et son intérêt. Donc là, c'est méthode ascendante. L'idée va d'abord être de faire une fonction qui va créer notre dictionnaire. Je l'appelle pip, si je ne dis pas de bêtises, itératif. Donc def pip it de E, E étant mon ensemble d'éléments de ma liste. Je vous rappelle qu'on l'a déjà défini avant, E, il est là. Et donc, on pourra ensuite obtenir le dico par l'appel de cette fonction sur mon ensemble E qui existe. Et print, je vais l'appeler grand D pour dico, print D. Donc le dictionnaire, pour l'instant, je l'initialise à un dictionnaire vide, les accolades, et je le retourne. Pour l'instant, donc ça ne fera rien, ça me donne un dico vide. Ok. Maintenant, c'est là que je dois programmer cette équation de Bellman. Alors, il me faut créer quelques éléments. Il me faut créer n, len de E. Il me faut créer grand S, qui est somme de E // 2. Ensuite, il va falloir que je fasse une initialisation d'abord. Alors, il y a plusieurs méthodes de programmation. Dans mon corrigé, vous en verrez plusieurs. J'en choisis une là que je vais faire avec vous. Je vais d'abord parcourir les cas de base, puis après, je ferai un deuxième parcours pour toutes les cases blanches. Donc, for i pour la ligne, in range de, et remarquez qu'il va en falloir en faire n plus une ligne, de n plus 1. 2 points. On va remplir le dico de la ligne virgule 0, donc c'est la ligne, i et la colonne 0, donc toute cette colonne-là, et je vais mettre des booléens et je dois mettre true. Attention, ça s'écrit avec une majuscule. Ensuite, je vais faire un parcours sur les colonnes, ligne 0, colonne J, et attention, là, c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur.
il ne faut pas remplacer le 1 par un 0. Donc il faut garder 1. Donc on va commencer à 1 et on va aller jusqu'à S plus 1. Parce qu'il faut aller jusqu'à S inclus, donc S plus 1. Comme là, il fallait aller jusqu'à N inclus, donc N plus 1 terme. Le dico, je dis des bêtises avec mes accolades, hein, c'est des crochets. Je pense que vous l'aviez vu aussi quand je l'ai dit. Voilà. Et là, il faut mettre des falses. Normalement, si je vérifie ça, j'ai mon premier dictionnaire, sauf que j'ai traité un problème un peu compliqué. On va remettre une petite liste E. Pour le moment, pour l'exemple, est égal à 1, 2, 7. Et on regarde ce que ça donne. Et j'obtiens donc true, 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 false, c'est bon. Au passage, n'initialisez pas votre dictionnaire avec plein de valeurs dedans, parce qu'on verra qu'en méthode descendante, il y a un intérêt à ne pas créer toutes les valeurs dans le dictionnaire. En tout cas, c'est pas grave si elles sont mises en mémoire, mais ça sert à rien. Maintenant, il me reste la dernière condition. Je vais faire une double boucle for, je copie-colle ça, j'indente, j'enlève ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. Et je réfléchis. Cette fois-ci, il faut aller de 1 à n plus 1 pour i. Donc je vais faire toutes les lignes les unes après les autres dans ce que je suis en train d'écrire. For i puis for j. Et là, il va falloir aller de 1 à s plus 1. Du coup, je vais bien me balader dans toute cette zone-là en partant de 1. On sera un petit outil graphique après pour vérifier nos tables visuellement. Et là, il me reste à programmer ce qui est marqué dans l'équation de Bellman. Donc, il va falloir aller chercher d de i-1, je réfléchis, ça a été créé quand i égale 1, 0 ça existe, du coup pas de problème. C'est là qu'il faudrait réfléchir s'il faut faire les lignes d'abord ou les colonnes d'abord. Donc, le dictionnaire d de ij devra être égal à d de i-1j ou, or, une parenthèse pour bien faire les deux conditions ensemble, j supérieur ou égal, je vais créer mon élément e, i, je l'ai appelé comment, e, i-1, est égal à grand E de i-1. J supérieur ou égal à e, i-1, j'aurais pu le mettre directement, allez, je vais le faire, je vais le mettre là directement, c'est assez facile quand même, hop. Et il faut mettre un end dictionnaire de i-1, j moins the i-1. J'ai pas été très clair juste avant sur pourquoi il y avait la condition là, mais en fait maintenant on la voit très clairement en programmation, que j soit supérieur ou égal à e-1, à la limite, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ça aurait pas été grave qu'on ne puisse pas rajouter un élément puisqu'on ne le rajoutait pas. Mais là on va accéder à un dictionnaire, et si on n'a pas testé la condition, eh bien ça veut dire que j moins e-1 peut être négatif et n'existe pas dans le dictionnaire. Donc voilà pourquoi on va tester ça. C'est pour vérifier que dans le dictionnaire, on peut aller chercher dans la table, à des colonnes plus à gauche, quelque chose qui existe. Je pense que j'ai fini. Je vais tout de suite me noter qu'il faut que je vous parle dans 2 secondes de complexité sur les tests. Très important. Normalement, mon dictionnaire est terminé. Maintenant, ça ne me parle pas trop de le voir comme ça, et je vais me faire un petit outil qui va me permettre de le vérifier. Alors, on va faire def matrice, tac, et puis on l'affichera après. Def spy, je vous montre après. Ok. Je vous explique sur la complexité. Souvent, pour coder proprement les choses, on va faire une condition 1. Par exemple, ça c'est la condition 1. Cond 1 égale. On va faire la condition 2. Cond 2 égale. Et on va faire la condition 3. J'ai oublié un underscore. Cond 3 égale. Ou pas d'underscore, pas d'espace, tout simplement. Et finalement, ici, après, on va pouvoir écrire cond 1, or, cond 2, n, cond 3. Ok.
Eh bien, même si là, dans l'algorithme ascendant, ça n'a pas une grande importance, dans l'algorithme descendant qui va se rappeler récursivement, ça en a une grande si on ne fait pas de mémorisation. Enfin, et même si on en fait, ça va avoir de l'importance. En gros, ce qu'il faut que vous remarquiez, c'est que quand vous faites cette écriture-là, vous allez créer la condition 1, créer la condition 2, créer la condition 3. Vous appelez donc 3 choses. Alors que quand il faut profiter de l'avantage des tests avec des booléens. Quand vous faites 1 or 0, le résultat c'est 1 ou 0, c'est 1. Eh bien regardez bien, si vous faites 1 divisé par 0, ça bug pas, alors que si vous calculez 1 divisé par 0, ça bug, parce qu'on ne peut pas diviser 1 par 0. En fait, l'avantage des booléens avec les tests, c'est que quand il connaît de manière sûre son résultat, il ne fait pas le reste, et donc il ne va pas essayer le reste. Donc le fait de l'écrire en une seule ligne, même si ça fait une grande ligne, ça va permettre de s'arrêter directement à la première condition si elle est bonne et ne pas faire le calcul des autres. Donc petit gain de temps et parfois gros gain de temps. Donc c'est pour ça que sur cette programmation que je fais en live, je le mets bien sur une seule ligne comme ça. Même si habituellement j'aime bien coder sur plein de lignes pour que vous compreniez bien tout ce qu'on est en train de faire. Voilà, on a fini la programmation ascendante, la méthode ascendante. Maintenant on va la vérifier. Donc, je vais me faire une petite matrice. On va faire un array from. Alors, import numpy as np. On va créer un array A qui est égal à np.once. Je vais faire que des 1 du dictionnaire. Je réfléchis juste à la récupération de ces dimensions parce que j'ai mon corrigé sous les yeux à côté quand même. Il faut que je lui précise dans ma fonction matrice E, virgule E, et même j'ai fait un petit détail dans mon programme, c'est que je fais une fonction, vous allez comprendre après pourquoi. Je vous explique après. F est mon ensemble E. Ok, du coup j'ai mon N égale len de E, j'ai mon S égale somme de E // 2, j'ai mes dimensions, np.once de dimension ligne N plus 1 et S plus 1. Ok. Je vais mettre des 0,5. En fait, je vais faire une matrice qui contient soit des 0, soit des 1 pour true et false. Et 0,5, c'est que ça n'a pas été calculé. Parce que vous verrez que si pour l'instant on a calculé tous les termes de la matrice, en méthode descendante, on pourra ne pas tout calculer, donc gagner un petit peu. Je fais mon array. Je vais vérifier que je n'ai pas fait d'erreur dans cette écriture parce que j'ai un tout petit doute. Si je fais 2, peut-être qu'il fallait que je les mette entre crochets. J'ai hésité à le mettre quand je l'ai écrit, mais il me semble qu'il le faut. Voilà. Si je fais ça. Ou en tuple si j'aurais pu. Ouais, c'est bon. Et puis, je vais faire à la fin return mon array. Je le créerai. A est égal à matrice. Je vais mettre un petit thème parce que dans le TD j'ai mis un petit thème. Je ne respecte pas toutes les notations du TD parce que je ne leur lis pas complètement. Et la fonction f, ça sera pipit parce qu'après on pourra appeler directement la fonction matrice pour créer le dictionnaire par la version récursive. Donc la matrice, mon ensemble E. Et maintenant il faut que j'aille exploiter mon dictionnaire. Donc mon dictionnaire, il sera créé par f de E. Donc ça appellera pipit de E, donc ça va créer le dico. Et là, on va parcourir l'ensemble du dictionnaire. Attention, ne parcourez pas I et J, tous les I et les J. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on fera la programmation descendante, on ne calculera pas tous les termes du dictionnaire et ici, il y aura des bugs. On va juste remplir les cases qui existent dans le dico. Et là, dans cet exemple-là, bah, tout existe. Et donc, je vais parcourir for I,J in dico. Je vais l'appeler dico, comme ça sera plus clair. Tac. Tac. D'ailleurs, dans tous mes exemples, non, j'ai mis un grand D, c'est bon. Pour tous les couples IJ dans le dictionnaire, je vais dire à ma matrice, à la ligne I et la colonne J, d'être égale à dico de IJ. Et là, on a un petit avantage des arrays, c'est qu'il accepte automatiquement de transformer les true en 1 et les false en 0. J'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Si j'enlève la A égale 0, juste pour qu'il ne bug pas, que je fais F5, j'obtiens ma matrice A.
On va enlever le dictionnaire, le print qui est ici. Je vais enlever tous les prints précédents. Vous pourrez les déprinter quand vous ferez tourner ce code. F5. Et j'obtiens ma matrice. En théorie, c'est la matrice qu'on a là si j'ai pas fait d'erreur. Hop, 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 hop. Oui, c'est bon. Maintenant, on va se la représenter de manière visuelle. Je vais importer Matplotlib. Et puis, on va faire c'est une image, hein. Un array, c'est une image. Donc, on va faire un plt.figure pour avoir mon numéro fig. Comme ça, je pourrais gérer les figures sur lesquelles j'affiche. Fig. Et puis, la matrice A. Je vais mettre mat. Donc, le numéro fig. plt.imshow de mat. plt.show pour l'afficher. Et puis, il faudrait que j'enlève un petit axis. Non, on s'en fiche un peu. Je pense que ça suffit. Ah oui, si, j'ai oublié quelque chose. Non, je l'appelle spy, mais c'est pas le plt.spy que j'utilise, mais spy existe pour afficher des matrices qui contiennent des valeurs. Et là, je fais juste une image, comme ça, j'aurai 3 nuances, 0, 0, 5 ou 1. Et je pense que j'ai plus qu'à appeler spy sur ma figure 1 de ma matrice A. Et ça devrait marcher. Ça marche. J'obtiens la structure de mon tableau avec en jaune les trous, en false les violets, et si des cases n'avaient pas été calculées, eh bien j'obtiendrai du vert. Je peux vous montrer. Si je ne remplis pas tout, comment je vais faire? Je ne vais pas faire le parcours, par exemple. 1, 2, 3. Et là, on va voir la matrice initialisée, F5. J'ai oublié de mettre un petit plt.closall, histoire que ça se mette à jour. F5. Et là, j'ai pas de nuance, ça m'étonne, mais on verra peut-être quand on aura 3 différentes valeurs. Pour essayer quand même, pour vérifier ce que j'étais en train de dire, A de 0,0 est égal à 0, et puis A de 1,1 égale A de 1,1 égale 1, F5. Et là, j'obtiens bien mes nuances avec 3 couleurs. Voilà. Je reviens en arrière. Donc pour l'instant, ce que je note dans ce résultat, c'est que toutes les cases ont été calculées, puisqu'il n'y en a pas qui soient un peu bleues. Et elles représentent mon tableau. Voilà pour la programmation itérative. On verra maintenant comment faire la programmation récursive dans la partie suivante. Après une petite pause pour moi, on passe donc sur la programmation descendante récursive. Donc ascendante itérative et descendante méthode récursive. Au passage, dans la suite du sujet, je passe sur un exemple un petit peu différent. Du coup, je vais tout de suite modifier ma liste E et vérifier la matrice que j'obtiens. Et on peut remarquer que dans l'exemple où l'ensemble des éléments c'est 21, 3, 6, 15, 12, j'obtiens la même matrice que dans mon TD. On passe donc à la version récursive. Donc le principe de la version récursive, ça va être de dire, je veux remplir une case de mon tableau. Pour remplir une case de mon tableau, eh bien, je vais devoir aller voir la case au-dessus et une case à gauche selon la valeur de l'élément précédent. Et je vais parcourir toute ma table. Et pour toute la table, alors c'est là qu'il y a deux manières de faire. Soit je parcours tous les éléments et j'appelle ma fonction récursive. Ce qui sera extrêmement coûteux si on ne mémorise pas. Et sinon, j'appelle que la bonne case parce que je connais le problème que je traite et d'un problème à l'autre, c'est différent. Par exemple, dans le problème de partition équilibrée là, dont on parle, on a vu que pour trouver la solution optimale, il fallait appeler la case en bas à droite, que si c'était false, la case d'à gauche, si c'était false, la case là, et si c'est true, hop, il va trouver la solution. Quand il appelle la case en bas à droite, il va faire des appels récursifs, donc il va déjà remplir pas mal de choses. Puis après, il va faire celle-là, il va faire pas mal de choses, et quand il va appeler celle-là, il va trouver la solution. Si jamais il ne trouve pas la solution, il va s'appeler plein de fois, et imaginons que dans le pire des cas, il appelle toutes les cases,
eh bien, si on ne mémoise pas, c'est-à-dire si on ne retient pas les cases qu'on a déjà calculées, eh bien, ça sera catastrophique parce qu'on va repasser sur une complexité 2 puissance n. Parce que vous verrez dans la programmation qu'on a deux auto-appels à des rangs, pas forcément n-1, mais en tout cas, vous connaissez le principe des complexités des fonctions récursives. J'en parlerai tout à l'heure, je vais me le marquer pour ne pas oublier. Ça me permettra de vous montrer un résumé où j'ai mis tout ça. Voilà. Et donc, si on ne mémoise pas, on a le grand risque d'être en complexité 2 puissance n, comme précédemment, voire ça sera, à part cas particulier où on trouve la solution rapidement, ça sera tout le temps de la complexité 2 puissance n. Donc on va voir comment mémoiser. On va faire de la récursivité, mais on va aussi mémoiser. Donc, l'idée, c'est d'abord de créer une fonction récursive qui va, à l'appel d'une case quelconque, être capable de renvoyer la valeur true ou false par l'appel de case précédente, jusqu'à tomber sur les cas de base. Et les cas de base, on les connaît. Donc je l'ai appelé pipicret normalement. Piprec ij. Voilà. C'est cette fonction-là qu'on va faire en premier. Def piprec ij de. Donc, de manière récursive, elle doit être capable à l'appel sur une case ij et connaissant la liste E, de renvoyer le true ou le false de cette case. Pas du tout optimisé, mais pour l'instant on commence par ça. C'est-à-dire que selon les valeurs de i et j, qu'on a déjà écrites dans la fonction itérative, il faut renvoyer quelque chose. Du coup, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre une partie de la fonction itérative. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un peu de bruit derrière. On enlève les parcours, puisqu'on n'est pas du tout en train de faire un parcours. On va se rappeler de manière récursive. Et on va remplir le dictionnaire. En fait, on ne va pas remplir encore le dictionnaire, pardon. On va renvoyer une valeur, return true. Et donc, on renverra true si, première condition, on va renvoyer true. Elif, deuxième condition. Je ne sais pas s'il faut mettre un else, un if tout court ou un elif, je vais réfléchir après. Selon les problèmes, ça peut avoir de l'importance. Elif return false, else return et on adaptera parce que D n'existe pas, c'est ligne juste après. Donc, on reprend notre petite table. Ou la table ou l'équation de Bellman. On renvoie true si j égale 0. Alors oui, il y a une importance. Cette case-là, si j égale 0, il faut renvoyer true. Et ensuite, il ne faudra pas le remplacer par un false. Alors laissez-moi réfléchir. Si j égale 0, c'est forcément true, mais il faut que i soit égal à n'importe quelle valeur pour l'instant. Donc si j égale 0, on renvoie true. Du coup, on renverra ces 4 valeurs true ici. Ensuite, si, avec la... J'essaie d'expliquer, mais si je mets if i égale 0, and j différent de 0, c'est-à-dire supérieur strict à 0. Là, je vais traiter tous les zéros qui sont là. Et dans ce cas-là, il y aura un return false. Je vous explique, mais moi je vais mettre un elif. Maintenant, l'avantage d'un elif, c'est que je n'ai plus besoin de lui dire que j est supérieur à 0, parce que comme j'ai mis en premier la condition j égale 0, c'est que s'il va à la suite, il va nous renvoyer. Il n'y aura pas besoin de le tester. De toute façon, il se sera arrêté là. Je pense que je chipote un petit peu. Je vais mettre un elif. Et cette fois-ci, c'est si i égale 0. Donc si j égale 0, il renvoie true, il fait la première colonne. Si ce n'est pas le cas, alors c'est que j n'est pas égal à 0. Et dans ce cas-là, si i égale 0, il renvoie false et il fait la première ligne. Enfin, il va falloir renvoyer soit la fonction récursive, justement, pour i-1 et j. Pour i-1 et j,
c'est-à-dire la valeur qu'il renverrait, qu'on n'a pas puisqu'on n'a pas de dictionnaire. Ou alors, il va vérifier que j est supérieur à e de i-1, et ça, il peut le faire. Et il va renvoyer la fonction récursive. Hop, je la reprends ici. Pour i-1, j-e, i-1. Et au niveau parenthèse, il y a peut-être un crochet en trop. Voilà. Je pense qu'on est bon. Il se rappelle récursivement 2 fois dans ce cas-là. J'essaye pour voir déjà si j'ai pas de faute de syntaxe de faire F5. J'en ai une. Il y a un problème de parenthèse. Ça où parenthèse ouverte, elle n'est pas refermée, celle-là. Donc il y avait ça et oui, elle est là. Il la manque ici, F5. Bon, il n'y a pas de faute de syntaxe. Maintenant, ce que je peux aller vérifier grâce à cette fonction, c'est au moins des cases prises les unes après les autres. Par exemple, là, je suis sur cet exemple-là. Alors, on va pas faire comme ça. On vérifiera tout à la fin. Allez, je peux essayer une ou deux cases de ce nouveau problème. Par exemple, si je me mets en 0, 0, j'obtiens true. C'est celui-là. Ici, si je me mets en 6, on regarde en haut à droite, il y a les coordonnées de ma souris. 6, 3. Alors, 6, 6, 3, oui, c'est un true. Et 6, 2, c'est un false. 6, 3, c'est un true. J'ai fait quoi comme bêtise? Ligne 6, colonne 3. C'est quoi mon élément, mon ensemble E? C'est bien celui-là. J'ai oublié quelque chose. Parce que quand je fais mon appel récursif, j'ai oublié de lui préciser, effectivement, en faisant mon copier-coller, j'ai oublié de lui préciser l'ensemble E. Appel récursif, la parenthèse elle est là, l'ensemble E, F5. J'ai remis en mémoire. 6.3 c'est true, et 6.2 j'avais dit false. Ça ne marche pas. On réfléchit pourquoi. Ouais. 6. 6.2, j'aurais dû avoir false. Et pourtant, lui, il n'est pas content. Alors, je mets pause et je cherche d'où vient le problème. Alors, j'ai trouvé le problème, mais il était extrêmement simple. C'est que j'ai inversé ligne et colonne en lisant les abscisses X et Y là-haut. Puisque si vous regardez, quand je déplace la souris vers la droite, c'est J le premier élément. Et quand je déplace la souris vers le bas, c'est I le deuxième élément. Du coup, je les ai inversés. Donc là, ça, c'est censé être true. C'est 3,6. Et au-dessus, c'est 2,6. 3,6 et 2,6. Donc on va vérifier. Si on fait 3, 6 et 2, 6, on a bien false au-dessus, true en dessous. Bon, on a vérifié que 2 cases. Et donc voilà, notre fonction est maintenant capable d'aller calculer chacune des valeurs de cette table. Mais, et c'est là qu'on va parler complexité, sur mon site, vous pouvez aller dans la partie informatique ITC1 DICO. Et là, on va ouvrir le résumé sur les fonctions dichotomiques, récursives, pardon. Je ne voulais pas aller dans DICO, mais dans 5 récursives. Résumé des fonctions récursives. Et là, j'ai un petit tableau de la complexité des fonctions récursives. Il est là. Et en particulier, si on regarde notre fonction que nous venons de programmer, à part les cas de base, quand elle passe ici, elle va appeler la piprec IJ. Alors, dans le pire des cas, elle va s'appeler 2 fois. Dans le meilleur des cas, elle s'appelle qu'une fois. Donc ça peut arriver que la complexité soit quand même linéaire. Ou en tout cas pas en 2 puissance n. Mais ici, dans le pire des cas, elle s'appelle 2 fois. 2 auto-appels au rang. Et là, ça dépend des valeurs des nombres, mais imaginons qu'on ait une table avec que des 1, ça serait 2 auto-appels au rang n-1. Et donc dans le pire des cas, cette fonction, elle va faire gamma appel au rang n-1. Et donc on va avoir, puisqu'ici c'est 2 puissance n, on revient sur une complexité en 2 puissance n. C'est-à-dire qu'à chaque case, elle remonte et elle fait 2 choses. À chaque case, elle remonte, etc. Et en plus, à chaque appel, elle fait tout ça, mais on va l'appeler sur toutes les valeurs dont on a besoin. Parfois toute la table, parfois que quelques valeurs, comme dans cet exemple où on fait la ligne du bas et on la parcourt de droite à gauche. Et donc on va avoir une complexité en 2 puissance n dans le pire des cas.
Alors que l'objectif, c'est de remplir la table. Et j'ai oublié de vous parler de complexité de la fonction itérative. Mais la complexité de la fonction itérative, c'était la taille de la table. C'est-à-dire S plus 1 multiplié par N plus 1, ce qu'on va simplifier en disant que c'est S fois N. C'est-à-dire la somme de tous les éléments de notre ensemble multiplié par le nombre de termes. Et donc, si tout à l'heure, on avait un nombre de termes qui était à 100, on a une complexité de 2 puissance 100, et bien là, on sera à une complexité de 100 fois la somme des termes. Et bien évidemment que ça change tout. Imaginons que la somme des termes, ce soit 10 000, ben vous serez sur une complexité du nombre de termes fois 10 000. 100 fois 10 000, bah c'est ça, 100 fois 10, 1, 2, 3 par exemple. Vous multipliez ça par 10 puissance moins 7, ça va se calculer en une seconde, contrairement à des milliards de millénaires. Donc c'est très important de faire attention à cette complexité. Et donc pour l'instant, la méthode descendante récursive qu'on a programmée ne fait qu'une case, l'a fait de manière non optimisée, même si j'ai quand même profité de tout mettre sur une seule ligne pour justement ne faire qu'un appel si un appel suffit. Donc ça simplifie les choses. Mais on va voir que chaque fois qu'une case a été calculée, il faudra la mettre en mémoire. Donc maintenant, on va faire une fonction qui va calculer, enfin qui va remplir le dictionnaire. Donc là, je regarde comment je l'ai appelé. Je l'ai appelé pipe à préciser la complexité, ça on l'a fait. Même récursive mémoisée qui va permettre de faire le même travail. Donc, je réfléchis. Def piprec même de E. On va bien lire la question. Donc, récursive mémoisée renvoyant le même dictionnaire que pipe itérative. Donc, on veut maintenant faire tout le dictionnaire. On veut remplir tout le dictionnaire et pas uniquement une case. Alors, la méthode qui serait vraiment pas la bonne, enfin, on va parcourir tout le dictionnaire, on va appeler notre fonction récursive pour chaque case, on va stocker le résultat dans le dictionnaire, mais surtout, on va ne pas calculer des choses qui ont déjà été calculées. Alors, on va reprendre notre fonction, on va reprendre quelques éléments de la fonction itérative déjà. Voilà. Attendez, je me pose 2 secondes. Voilà. Donc, notre fonction, elle va remplir le dictionnaire. Pour ça, on va lui définir n, je vais l'appeler ni et nj. N, c'est le nombre de termes de E. Nj, ça va être la somme de E, j'ai bien vu qu'il y avait une petite erreur, slash 2. Voilà. On va parcourir toutes les lignes de ni plus 1, attention, toutes les colonnes, et on va attendre d'une fonction récursive qu'elle remplisse notre dictionnaire. Donc le dictionnaire, on va l'initialiser, d égale dictionnaire, et on va faire l'appel à une fonction récursive qu'on va créer, qui va être semblable à la piprec ij qu'on a fait avant, de ij, et celle-ci va remplir le dictionnaire quand c'est nécessaire. À la fin, on va retourner notre dictionnaire. Bon, ça c'est très facile, on parcourt toutes les lignes, toutes les colonnes, et on a une fonction qui nous remplit les cases ij. Maintenant, on va se faire une petite fonction récursive locale. Je vais la remettre ici. Ça pourrait rester global en adaptant un peu le code. Je vais l'appeler rec, comme j'ai fait appel à rec ici. Pour l'instant, je fais simple, après on mémoise. Donc, cette fonction rec, elle va, si j égale 0, remplir le dictionnaire. Donc, on va mettre res égale true, res égale false, res égale, et là il va falloir que je change le mot rec. Attention, c'est important de ne pas l'oublier. Res égale, je crois qu'il y a un petit espace pour rien ici, non, CTRL Z. Et je vais remplir le dictionnaire D, qui va être vu en variable globale dans la fonction rec, puisqu'il est là, dans la fonction piprec même. Et ce dictionnaire va prendre la valeur de res. En
théorie, si j'ai pas fait d'erreur, ce que je viens de faire là fonctionne. F5, est-ce que j'ai des fautes de syntaxe? Non. Ensuite, on va aller explorer le dictionnaire obtenu par cette méthode avec la fonction piprec-mem. F5. Et sur la figure 2, hop, je vois qu'il y a une petite erreur. Ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Rec-mem. Ah oui, parce qu'elle avait deux arguments. Je réfléchis, parce que quand j'appelle matrice sur F, matrice, elle fait F et E, F, la fonction matrice, elle prend F, F de E, non, je vois pas. Positionnel argument, il faut que je lise. Rec IJ, parce que j'ai effectivement oublié dans rec de lui repréciser E. Il est là, j'en ai probablement pas besoin, je vais pas réfléchir, je l'ai mis dans mon corrigé, je le mets là. Et je regarde ce que j'obtiens. Et pour l'instant, il y a une erreur. Hop. Je vérifie. Rec DJ. Ouais. R, O. DJ égale rêve. Pour l'instant, elle n'est pas mémorisée, elle est coûteuse en temps. Je pense qu'elle aurait dû marcher. Il faut que je comprenne pourquoi elle a cette allure-là. Oui, effectivement, j'ai juste oublié qu'elle remplit le dictionnaire, mais elle doit aussi renvoyer un résultat. Quand elle appelle rec ici, il faut que ça renvoie un résultat. Or là, ça n'en renvoyait pas, donc ça renvoyait none. Return res. Donc elle remplit le dictionnaire, et en plus, elle renvoie la valeur. F5. Et là, maintenant, ça semble avoir fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Voilà, j'obtiens le même dictionnaire que précédemment. Maintenant, le problème, c'est que si j'appelle cette fonction recmem sur une liste de 100 éléments, eh bien, on aura une complexité de 2 puissance n et on n'obtiendra jamais notre résultat. Pourquoi? Parce qu'à chaque case, il risque de rappeler 2 fois, 2 cases, pas loin, au-dessus, etc. Donc, c'est pour ça que je le fais dans cet ordre-là dans le TD. On fait d'abord la petite fonction récursive, histoire de la vérifier, de comprendre. Puis on réutilise cette fonction récursive et on remplit tout le dictionnaire. Mais la troisième étape, c'est de rajouter la partie mémoisation. C'est-à-dire que chaque fois que rec est appelé sur une case qui a déjà été vue précédemment, on ne la recalcule pas. Et donc on coupe tous les auto-appels qui sont en dessous. Donc pour la mémoisation, voilà comment on fait. C'est pas très compliqué, mais il faut l'avoir vu et avoir pratiqué un petit peu. Quand on rentre dans rec, on va indenter tout ça, tout ce qui est dedans. Hop. On va mettre une condition. If, si elle a été calculée, on ne la recalcule pas. Else, et là, dans ce cas-là, on la recalcule. Et donc, pour vérifier qu'elle a été calculée, on va tout simplement tester le test IJ indico, qui coûte grand O de 1 parce que c'est un dictionnaire. Dico, je l'ai bien appelé grand D. Dans ce cas-là, on retourne la valeur dans le dictionnaire IJ, tout simplement. Donc s'il existe, on le retourne, on ne le recalcule pas. Et sinon, on le calcule et on le stocke. F5. Et me voici avec une fonction récursive mémoisée qui est capable de traiter un problème avec énormément d'éléments en ayant une complexité comme tout à l'heure en S fois N. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'exploiter cette fonction mémoisée pour trouver le résultat. La fonction optimisée, c'est celle qui va ne calculer que la table permettant de trouver la solution. Je vous rappelle qu'il suffit de parcourir la dernière ligne de notre table, de droite à gauche, et au moment où on a un trou, on sait qu'on trouvera la solution. Et pour obtenir ce trou, la version mémoisée aura bien fait tout le travail qui permet d'aller jusqu'au cas de base, et donc on pourra remonter ce travail. Donc on va faire la fonction optimisée. Je vais copier-coller ma fonction précédente, parce que ça doit a priori être juste une toute petite adaptation. Hop, même opt. On appellera cette fonction pour voir la table que ça a créée sur la figure 3, avec la matrice A. Et là, on réfléchit. On ne va pas tout parcourir. On ne va parcourir que la dernière ligne. Donc, I est égal à
n plus 1, c'est i égale n, je pense, la dernière ligne, puisque i égale 0, c'est la première. Alors, j'ai même pas besoin de l'écrire. En gros, ce qu'il faut que j'écrive, c'est que, en dédentant ça, i, ça sera donc égal à n. Et on va faire balader j de nj inclus par tranche de moins 1 jusqu'à moins 1, enfin jusqu'à moins 1 par tranche de moins 1. Et on va espérer obtenir un trou. Et si on a un trou, on s'arrête. Donc, if rec, rappelez-vous que le simple fait de mettre if rec crée le dictionnaire. Donc, if rec, ça veut dire que si c'est false, bah, ça va continuer. Si c'est true, on l'arrête. Je regarde si j'ai mis un break dans ma version du corrigé, je suis pas sûr de moi. Non, j'ai mis un while. J'aurais pu mettre un tant que. C'est pas mal aussi. Écoutez, normalement, ça doit fonctionner. Et donc, il va parcourir la dernière ligne de droite à gauche. Si c'est false, il continue. Et au moment où ça devient true, il s'arrête. Et il renvoie le dictionnaire et il l'affiche. Ça ne s'est pas arrêté. Alors, pourquoi il ne s'est pas arrêté? Ni égale len de e, nj. For j, une range nj moins 1 par tranche de moins 1. Il va jusqu'à 0. Je vérifie. Len de e, somme de e slash 2. Ouais, je mets une petite pause, je cherche pourquoi. C'est extrêmement simple. J'ai mis n au lieu de ni. Voilà. N, il est là. Et n, il doit trouver une valeur qui est quelque part en mémoire de quelque chose d'avant et qui n'est pas correcte. Et donc là, oui, ça marche. Et ce qui va être super intéressant, c'est de pouvoir voir la comparaison entre le résultat de l'algorithme itératif ascendant, qui a calculé toutes les cases, à l'algorithme récursif descendant et mémoisé pour qu'il soit de la bonne complexité, qui n'a calculé que les cases bleues et jaunes. Et donc finalement, là, il a les cases jaunes qui sont là, les cases jaunes qui sont là, et celle-là, et ça va nous permettre de remonter à la solution. Alors, petite remarque, j'ai mis dans mon sujet 3 tables différentes. On va regarder laquelle j'ai obtenue. Moi, j'ai obtenu celle du haut. Et en fait, il y a plusieurs solutions optimales. Enfin, c'est la même, mais avec soit l'élément de F ou alors les éléments de G. Et donc, selon l'ordre des conditions que vous allez mettre, là, j'ai respecté l'écriture des conditions, vous voyez, ce que j'appelle C1 et C2. J'ai respecté les conditions de l'équation de Bellman, mais on aurait très bien pu mettre C2 hors C1. Et donc, en fait, je vous explique ici, selon que vous mettez C1 hors C2 ou C2 hors C1, il va trouver des chemins différents, il va faire des tables différentes. Et même, il y a une table ici où on obtient, si vous testez toujours les deux conditions. Par exemple, vous avez mis les conditions sur 2 lignes différentes, comme je le disais tout à l'heure. Et là, finalement, il va faire un mix des 2 tables qui sont au-dessus, alors que ce n'est pas nécessaire. Il faut bien faire tout sur une seule ligne, comme ça, quand il a eu sa réponse, il s'arrête. Voilà, normalement, à ce stade de la vidéo, vous avez compris à partir d'une équation de Bellman d'un problème quelconque comment la programmer de manière ascendante et descendante. Ascendante, très simple. Parfois, il faut faire attention si on parcourt par ligne et par colonne, en premier ligne ou en premier colonne. En descendant, vous avez vu qu'on fait en général d'abord une petite fonction récursive locale non optimisée qui permet d'avoir le résultat d'une case. Qu'ensuite, on va aller remplir toute la table si c'est nécessaire de faire toute la table, ou de manière optimisée, n'appeler que les cases qui sont nécessaires. Mais par contre, il est impératif de mémoiser de manière à ce que la complexité soit celle attendue en fonction du problème. Il ne reste plus que dans cette vidéo à faire la remontée des cas, et pour le coup, on pourra utiliser le dictionnaire n'importe lequel, fait par l'algorithme itératif ou récursif. Et finalement, évidemment, autant prendre la solution récursive optimale qui permet de calculer moins de cases, puisque là, vous voyez que le nombre de cases calculées, on va dire plutôt le nombre de cases non calculées en bleu, là, en vert, bleu-vert, est énorme, et que donc, c'est vraiment optimisé, puisque ça ne va faire que ce qui est nécessaire dans le problème. Donc la suite de la vidéo, c'est pour la remontée de la solution. C'est donc parti pour la programmation de la remontée de la solution. Donc on va faire une fonction que j'ai appelée pip, cette fois-ci, ni itérative ni récursive, de notre liste E, qui va nous renvoyer les éléments f et g. F et g est égal pip de E, print
f somme de f, print g somme de g. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à créer la fonction pip. Alors pour rappel, pour bien comprendre, moi j'ai tout expliqué dans le TD, mais ça dépend des problèmes, hein, de ces remontées de solutions, donc d'un problème à l'autre tout change. Mais en gros ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où on a trouvé un trou ici, on va... Alors on a deux solutions, soit on fait d'abord la diagonale puis on remonte, soit on fait d'abord on remonte puis la diagonale. Ça donne deux solutions différentes, mais la même solution au niveau optimal. Et donc moi ce que je vais me dire c'est que si au-dessus c'est un 1, alors je fais rien. C'est que j'avais pas pris d'élément, parce que quand on allait en diagonale, c'est qu'on prenait un élément. Donc si je remonte, c'est que je prends pas l'élément dans E, ça veut dire que je mets l'élément dans G. Il sera dans le complément. Alors que si jamais, donc ça je vous rappelle, c'était la condition que je vais appeler condition 1. Si jamais il y avait un 1 au-dessus, condition 1, alors on remonte et on met l'élément dans G. Alors que si c'était la condition 2, alors on va aller en diagonale, et cette fois-ci on met l'élément dans E. Et l'élément, par exemple ici, c'est qu'on prenait la valeur de 2. Donc ça va se programmer comme ça. Donc on va se le mettre sous les yeux, le petit texte, pour bien le programmer. Alors, hop. Donc voilà, on appelle F la partition étudiée dans tous nos algorithmes, dont la demi-somme ne dépasse pas S. Et G son complément dont la demi-somme dépasse S. Il faut partir de la dernière ligne à la valeur de J envoyée par la fonction Smax. Donc on va partir de la dernière ligne et à la valeur de J. Alors j'ai pas créé la fonction Smax, j'aurais dû. Je regarde quand est-ce que je la demande. Je la demande dans l'exercice précédent. La fonction Smax c'est la plus grande valeur de S atteignable depuis E. Donc je vais la créer là. Elle a besoin du dictionnaire Smax, puisque c'est finalement la case où il y a un trou. Hein. Def Smax, en argument, je lui mets quoi? Juste E. 2 points. Donc ça va refaire le dictionnaire. Donc on va faire D est égal, on va en choisir une. Allez, je vais prendre, pour faire simple, la pipe itérative, qui va me permettre de faire tout le dico. Donc je crée mon dico. Ensuite, je vais devoir partir de la dernière ligne. Je vais me créer mon NI et mon NJ. Je vais voir si les deux sont nécessaires après. Je vais me promener avec un while. Cette fois-ci, je le fais avec un while, pas avec un for. Tant qu'à faire, j'aurais fait les deux. Donc, while dico de IJ égale false. Ce que je pourrais mettre en while not dico de IJ. Donc, tant que c'est false, je me déplace vers la gauche. Au passage, il faut que j'initialise I. La ligne, c'est la dernière, NI. Et J, la colonne, c'est NJ. Donc là, c'est la ligne I, la ligne et OK. Et on va diminuer J, moins égale 1. Et au moment où le dico dit true, eh bien, la somme atteignable, c'est la valeur de J. Return J. On va vérifier que ça marche. Là, il faut que je mette quelque chose pour pas qu'il bug. A égale 0. Smax de E. Je n'ai pas fait le bon bouton. Je redescends. SM égale Smax de E. Print SM. CTRL E. F et G, il n'est pas content parce que forcément pour l'instant je ne renvoie pas de liste. Donc je vais les initialiser là. F égale liste vide. G égale liste vide. On va virer ça. Return FG. Et Smax égale 27. Sachant que E, c'est 21, 3, 6, 15 et 12. Et on peut remarquer sur les graphiques qu'on a tracés tout à l'heure qu'on pouvait atteindre, puisqu'il y a un trou ici, la somme de 27. Je vous rappelle que c'est la première valeur lue en haut, le 26,98 là. Donc mon Smax est juste. Et donc la solution va partir d'un J égale Smax de E en bas à droite. J égale Smax de E. Alors le Smax refait le dictionnaire, après il faut optimiser les choses, hein, y a pas enfin, là ça refait tout. Mais c'est pas la question tout de suite, c'est juste de remonter à la solution pour l'avoir. Donc on revient. On part de la dernière ligne à la valeur de J renvoyée par la fonction Smax. Et donc selon la condition respectée, soit c'était la condition 1, on remonte à la ligne précédente et on n'ajoute pas d'élément EI à F, donc on l'ajoute à son complément G.
soit c'est la condition C2. Et dans ce cas-là, on va à la case I-1, J-EI, et cette fois-ci, on ajoute l'élément EI-1 à F. Et donc la programmation est la suivante. Tant que I est supérieur ou égal à 0 ou J, supérieur strict ou J supérieur strict à 0, on va l'écrire là. Donc I, il est à la dernière ligne. Donc I, ça va être mon len de E. J, c'est la dernière colonne où il y a un trou. While I supérieur à 0, or J supérieur à 0, tant qu'on n'atteint pas un cas de base, parce que dès qu'on atteint un cas de base, c'est terminé, que ce soit sur la ligne, vous lirez dans les détails en prenant le temps de comprendre si besoin, mais les cas de base, ça veut dire qu'on a fini. Donc I supérieur à 0 ou J supérieur à 0, je privilégie la condition C1, donc je vais remonter d'une manière, alors que la condition C2, ça fait monter d'abord les diagonales. Donc je vais dire si C1, action associée à C1, donc je vais créer la condition C1, la condition C2. La condition C1, c'est D de I-1J. D de I-1J. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? La condition C2. Je ne vais pas réécrire, je vais aller chercher là-haut. C'est ça. Si C1 else, là ça voudra dire que c'est C2. Hop. Si C1, on a dit, on remonte à la ligne d'avant, I moins égale 1. Et on ajoute à G, donc l'élément E, on va l'écrire avant, E est égal à EI moins 1, l'élément précédent. Tac, comme ça je vais mettre E ici et E ici. L'élément E va être ajouté à G. Sinon, C2, les actions associées à 2, on va à la case I-1, J-EI-1. Donc, I moins égale 1. Donc on le fait à chaque fois, vous remarquerez le I moins égale 1. Donc on pourrait l'écrire qu'une seule fois en dehors, mais c'est pas grave. J moins égale, on va lui enlever EI moins 1, E. Et on va ajouter E à F. Je pense que c'est terminé. On va essayer. Et donc là, j'ai fait une petite erreur parce que je fais la somme d'un integer et d'une liste. À quel endroit? Append, à quelle ligne? 178. 178, F, somme de F. Alors F, c'est quoi F? Ouais, j'ai une double liste dans F, ce qui n'est pas normal. Et G, ok, donc F a un problème. On va chercher. F.append, ah bah oui, mais j'ai dit E, c'est petit e. Hop, voilà, F5. Et voilà le résultat. Alors, je ne sais pas s'il est optimal, mais je vous rappelle qu'on avait traité un cas intéressant sur un avion. Et on va reprendre l'exemple de l'avion, E est là. Et donc, je vais remplacer E ici, F5. Il n'est pas content. J'ai peut-être mal programmé. On va vérifier 2 secondes. Je mets une petite pause encore pour ne pas perdre de temps sur la vidéo. Oui, c'est encore tout simple. C'est que là, j'ai pas recréé le dictionnaire. Du coup, je vais créer le dictionnaire. D égale pipe itératif dans ma fonction. L'idéal, ça serait de le faire si on fait ce programme entièrement et de manière optimisée. On crée une seule fois le dictionnaire et on l'utilise dans Smax, on l'utilise dans pip. Mais là, j'ai un peu respecté le TD, donc je ne vais pas changer les choses. Je vais garder Smax qui recrée le dictionnaire. Et donc là, forcément, il faut que j'aille créer mon dictionnaire avec la fonction itérative. Parce qu'ici, il appelait le dictionnaire, mais il n'appelait pas un dictionnaire mis à jour. Donc maintenant, normalement, ça va fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne. On peut voir que j'ai obtenu mon ensemble de 2 listes. Les poids, 72, 62, 58, 110, 43, qui permettent d'atteindre les 345 kg d'un côté. Et les poids de l'autre, qui permettent d'atteindre 345 kg de l'autre. Voilà, on a fait le tour de la programmation dynamique sur un exemple. Donc si je résume, on a une équation de... Donc on a un problème à résoudre. Donc un problème à résoudre. En général, ce problème, il a une solution
algorithme par force brute qui va avoir une très grande complexité et qui va donc pas permettre d'obtenir des résultats, puisque c'est des millénaires de calcul. On met en place un sous-problème qui a un rang I et J trouve une réponse. L'avantage de ce sous-problème, c'est quand il a été défini, quand on va à son dernier cas, on trouve la réponse à notre problème. Ce sous-problème s'écrit sous la forme d'une équation de Bellman. On programme cette équation de Bellman pour créer un dictionnaire qui va faire une table, dans notre exemple à 2 dimensions, qui va contenir parfois des nombres, parfois des booléens, etc. Qu'on va pouvoir remplir de manière itérative en complexité la taille de la table, ou de manière récursive en complexité la taille de la table à la seule condition que ça soit fait de manière mémoisée pour ne pas recalculer des choses déjà calculées. Et ensuite, on aura un algorithme qui permettra de retrouver la solution optimale en faisant la remontée des cas. Si je prends le programme, regardez ce qu'on nous demande de savoir faire en programmation dynamique. J'ai pas fait exprès d'ouvrir Edge. Propriété de sous-structure optimale. Donc la notion, j'en parlerai après avec mon résumé. Chevauchement de sous-problème, on a bien vu l'aspect chevauchement de sous-problème, et si on ne fait pas de mémorisation, les sous-problèmes, on les retraite plein de fois. Calcul de bas en haut, donc itératif, ou par mémorisation de haut en bas. Reconstruction d'une solution optimale à partir de l'information calculée, ce qu'on a fait. On nous dit que la mémorisation peut être implémentée à l'aide d'un dictionnaire, c'est ce qu'on a fait. On souligne les enjeux de complexité en mémoire, c'est ce qu'on a fait. Mémoire étant, parce que là, en plus, c'est les valeurs que vous calculez, la dimension de ce que vous créez, qui va prendre de la place dans l'ordinateur. Là, on fait vraiment que notre petite table. Vous vous souvenez que dans l'algorithme par force brute, on créait toutes les listes possibles. Du coup, on prenait aussi en mémoire une taille 2 puissance n, parce que notre liste, elle grandissait. Donc, j'ai parlé que de complexité en temps tout à l'heure, mais évidemment, complexité en mémoire aussi. On a traité le problème de la partition équilibrée d'entiers positifs. Dans mon résumé, vous trouverez dans la dernière page, en dézoomant un petit peu, les équations de Bellman et les sous-problèmes de tous les problèmes qui sont abordés dans le programme. Et maintenant, si je prends juste le résumé pour faire un petit point avant de terminer, je parle de ce que c'est qu'un algorithme par force brute, algorithme qui étudie toutes les possibilités et souvent de complexité en temps et donc éventuellement aussi hors mémoire de l'ordre de puissance n, 3 puissance n. On trouve un sous-problème simple qui permet de passer au rang n-1, du rang n-1 au rang n par récurrence. Il y a une initialisation. Ensuite, il y a la récurrence avec l'équation de Bellman jusqu'au rang n. On obtient le résultat attendu et on remonte la solution. Voilà le principe de tous les exercices. J'ai pris l'exemple de la partition équilibrée d'entiers positifs. Donc, vous avez compris le problème. On a le sous-problème avec la phrase en noir du sujet. On fait l'initialisation du dictionnaire. Avec l'équation de Bellman, on remplit toutes les autres cases. On sait que la plus grande valeur de J telle que D2NJ égale true sur la dernière ligne indique la plus grande demi-somme atteignable. Et ensuite, on remonte les cas avec 2 chemins qui sont possibles. Dans l'exemple où j'ai les 1, 1, 2, 1 dans les listes, je montre les 2 chemins possibles et les résultats obtenus. J'ai ensuite ici rappelé la méthode de programmation qu'on vient de mettre en place. On remplit généralement une table à 2 dimensions. Sur certains problèmes, c'est plus, qui représente l'intégralité des sous-problèmes traités lors de la résolution, et on utilise généralement un dictionnaire pour mémoriser ces cas. Les clés sont des couples IJ, ça peut être IJK, selon les problèmes, et les valeurs sont celles que renvoie l'algorithme, par exemple sur ce qu'on vient de faire, true et false. La méthode itérative de bas en haut, assez simple, voilà comment créer le dictionnaire. La méthode récursive doit impérativement être mémorisée afin que la complexité soit la même qu'avec la méthode itérative. On passe souvent par une première fonction simple qui renvoie une valeur du tableau, mais de complexité importante, pour ensuite l'intégrer à une version mémorisée. J'ai mis ici la version simple qu'on a fait ensemble, puis la version mémorisée qu'on a fait ensemble. Il y a peut-être des petits détails d'écriture un petit peu différents, et voilà. Créer la voie, ne pas faire plusieurs appels de rec. Donc les élèves, parfois, ils oublient de créer des variables intermédiaires. Et donc, ils vont appeler la fonction rec au lieu de créer une variable intermédiaire. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites. Il faut vraiment appeler récursif que quand c'est nécessaire. Voilà. Par exemple, je réfléchis, si vous faites la condition, je ne sais plus si c'est valable dans cet exemple-là.
La vidéo est assez longue, je ne vais pas y passer plus de temps. Remplir le dictionnaire. En fait, quand je lis ce résumé, il y a des élèves qui sont passés par là et c'est assez pratique de pouvoir leur montrer. Mais là, j'ai pas fait le cours récemment, du coup, je ne sais plus exactement dans quel cas il y a des problèmes. Mais ce qu'il faut savoir, et on l'apprend en première année, c'est que dès qu'on fait du récursif, il ne faut surtout pas appeler 2 fois du récursif. Si j'ai retrouvé en réfléchissant, là on met C1, la condition 1, on fait rec, la condition 2, on fait ce calcul-là. Et en fait, là, on écrit res égale C1 hors C2. Ça veut dire qu'on a fait l'appel de rec une fois ici et une fois ici. Ce qui serait catastrophique, c'est de mettre dico égale et de réappeler rec et rec. Autrement dit, c'est de ne pas créer C1, de ne pas créer C2 et de faire le test C1 ou C2 et ensuite de le rappeler une deuxième fois. De même, c'est un détail qui coûte le prix du hachage, renvoyer res plutôt que dico, c'est-à-dire qu'effectivement on peut renvoyer res plutôt que renvoyer dico. Le dico va hacher la clé pour trouver la valeur associée, alors que là on a déjà la valeur en mémoire. Parfois la version descendante ne calcule pas toutes les cases, ça dépend des problèmes. Là dans notre exemple c'était le cas, on avait des cases non calculées par la version descendante. Et donc ça peut être légèrement plus intéressant d'être optimisé, c'était la version opt qu'on a fait. Voilà. Remarque à chaque étape K, il est possible de stocker l'étape K-1. C'est-à-dire que quand on remplit la table, on pourrait directement stocker en mémoire la solution et ne pas avoir à faire une fonction qui refait le travail inverse pour remonter la solution. Je fais ça par exemple dans un TD Le Compte est bon, le petit jeu où il faut à partir d'une liste de nombres entiers retrouver par des opérations plus multiplier diviser un résultat. Donc ce TD il est assez sympa. Dans celui-là, on stocke les étapes intermédiaires, du coup à la fin on n'a pas besoin de remonter la solution. Enfin, quand on dit propriété de sous-structure optimale, dans les problèmes de programmation dynamique, si un chemin est solution, tous les sous-chemins de E sont aussi un chemin optimal pour aller d'un élément à un autre. Une particularité qu'on ne va pas développer, mais c'est ce que veut dire propriété de sous-structure optimale. Et les chevauchements de sous-problèmes, vous avez vu que par exemple l'appel récursif fait réapparaître plein de choses et qui sans mémorisation posent des problèmes de mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris des choses. Bon, à bientôt sur cpge-si.com.